Bonjour à tous, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de cette leçon sur les ressources et effectivement je vous avais promis qu'on parlerait d'une ressource indispensable, une ressource vitale pour la vie des hommes sur Terre, et bien effectivement c'est l'eau. Et oui, et l'eau dans tout cela. L'eau, c'est effectivement une ressource vitale. On va parler effectivement de l'inégale répartition de l'eau sur Terre, de qui a accès réellement aussi à une eau potable, quelles sont les infrastructures qui peuvent être construites pour rendre l'eau potable, quels sont les usages et les différents usages de l'eau sous tous ces aspects. Bref, nous allons un peu parler de tout cela aujourd'hui. Et je vous propose pour commencer une première carte qui vous montre la répartition de l'eau de manière naturelle, c'est-à-dire c'est l'eau de la pluie, l'eau des fleuves, des rivières, etc. C'est-à-dire effectivement l'eau comme elle est à l'origine sur Terre, telle qu'on est localisé. Alors on se rend bien compte que les écarts sont très importants dans le graphique. Déjà, il n'y a que 4 couleurs, mais regardez bien, les pays en marron et on va dire en beige ou en jaune clair, reçoivent moins de 1000 m3 par jour, alors que les pays qui sont en bleu foncé reçoivent de 15 000 à 605 000 m3 par jour. Donc c'est 100 000 fois, c'est 600 000 fois supérieur en fait. C'est considérable. Donc les écarts sont très importants même s'il n'y a que 4 couleurs différentes. Et alors on se rend compte que les régions qui sont le plus frappées par les sécheresses et par une faible pluviométrie sont les régions qui se situent bien principalement en Afrique et en Asie du Sud. Si je devais vous résumer les choses très simplement, en fait, pour que vous compreniez la disproportion qui existe, on a 9 pays en tout qui ont et qui contrôlent plus de la moitié des ressources en eau potable sur Terre, comme je vous l'ai marqué juste à côté. Donc 9 pays sur plus de 150 pays et quelques qui ont la moitié des ressources en eau sur Terre. Donc forcément ça va créer un certain nombre de problèmes et surtout de très très fortes inégalités parce que dans ces pays-là, effectivement, alors ils ont de très fortes contraintes géographiques, hydriques, et ils vont devoir pourtant alimenter en eau leur population, leurs activités économiques. Alors, je vous montre une deuxième carte, cette fois-ci, qui parle justement de qui a accès à l'eau potable dans le monde. Donc vous vous doutez, même sans lire la légende, que plus la couleur est proche du rouge, moins les gens ont accès à l'eau potable. Donc si on regarde bien, en fait, alors en bleu ça devrait être en rouge foncé ou en violet. Moi si j'avais dû faire le code cartographique, en fait on n'aurait pas changé de couleur comme je vous l'ai appris. Quand on change de couleur, c'est qu'on représente un autre phénomène. Donc on pourrait être un peu critique avec cette carte. C'est aussi pour ça que de temps en temps je choisis des cartes qui sont pas forcément de bonnes cartes. Enfin je fais pas exprès de vous mettre de mauvaises cartes, c'est pas ce que je veux dire, mais je vous montre aussi des cartes qui ont des défauts pour vous montrer justement ces défauts et pour que vous les compreniez, que vous ne les refassiez pas non plus après. Donc ici, vous voyez, moi j'aurais mis du violet par exemple pour intensifier le rouge et montrer que dans ces pays-là c'était encore plus grave. On prend la même couleur, on la dégrade et plus elle est intense, plus le phénomène est grave. Donc admettons donc ce bleu qui serait au mieux du violet. Alors là carrément moins de 30% des gens ont accès à l'eau potable. Dans les pays en rouge, c'est entre 30 et 50%, on va arrondir, donc qui ont accès à l'eau potable. Dans les pays roses, c'est de 50 à 70%, d'accord ? En fait, si on devait faire une somme, comme je l'ai fait tout à l'heure, il faut vous dire que tous les pays qui sont au sud du Sahara, qu'on appelle donc l'Afrique subsaharienne, parce qu'elle est dessous le Sahara, toute cette partie-là, en fait, vous avez en moyenne moins de 30% des gens qui accèdent à l'eau potable. Et donc ça va être un vrai souci. On remarque aussi qu'il y a d'autres régions touchées, encore une fois l'Asie du Sud, la Chine, le Vietnam, etc. En partie, mais c'est quand même beaucoup moins grave en Amérique latine, mais ils n'ont pas tous accès à 100% à l'eau potable, alors que les pays qui sont en blanc, vous doutez qu'on est bien au-delà, et donc quasiment 100% des personnes ont accès à de l'eau potable, et comme par hasard, ce sont aussi les pays les plus riches du monde. Alors, j'avais une question à vous poser. Alors, généralement, je fais un quiz en classe et je vous demande justement, à votre avis, combien faut-il, par exemple, de litres d'eau pour produire 100 grammes de fromage, ou pour produire une voiture, ou pour une tasse de café? Et généralement, on écrit toutes vos réponses au tableau et puis ensuite, je vous projette ce document. Alors là, on ne peut pas faire de la même manière, on aurait pu, cela dit, je vous aurais laissé du temps.
Et effectivement, c'est surprenant de se rendre compte que pour un verre de vin, par exemple, effectivement, il faut produire le raisin. Et pour avoir enfin un verre de vin, eh bien, il faut avant avoir consommé 120 litres. Pour 100 grammes de fromage, c'est impressionnant quand même, pour arriver à faire le fromage, uniquement 100 grammes, on a consommé 500 litres. Pour un œuf, il a fallu évidemment, parce que il faut alimenter, nourrir les poules, etc., les faire voir. Bon, il faut plus de 200 litres. Alors moi, ce que je trouve fantastique, c'est que voilà, pour un kilo de bœuf, il faut 15 500 litres d'eau. Puis alors, pour produire une voiture, chose auquel on ne pense pas, parce qu'on se demande à quoi sert l'eau pour produire une voiture, effectivement, dans les processus industriels, il faut utiliser de l'eau. Pour l'électricité, etc., les ressources nucléaires, on utilise beaucoup d'eau pour refroidir un certain nombre, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait un peu complexe pour vous. Mais regardez, il faut 450 000 litres d'eau pour produire une voiture. Une paire de jeans, à peu près 11 000 litres d'eau. Une simple tranche de pain de mie par exemple, 40 litres d'eau, c'est gigantesque. En fait, quand on va aux toilettes, quand on mange quelque chose, quand on utilise un objet de tous les jours, en fait, on ne se rend pas compte que pour produire et fabriquer cet objet, il a fallu des dizaines, des milliers, voire des centaines ou milliers de litres d'eau, et ça, on ne s'en rend pas compte. Et c'est bien le souci, il faut en avoir conscience. Alors, effectivement, d'après vous, quelle est l'activité qui utilise le plus d'eau ? Alors, est-ce que ce sont les activités, par exemple, agricoles, qui permettent de fabriquer de la viande, du fromage, des œufs, etc., des yaourts ? Est-ce que, au contraire, c'est plutôt les activités industrielles pour fabriquer des voitures et autre chose ? Est-ce que, au contraire, c'est les usages domestiques, c'est-à-dire, je vais aux toilettes, je vais laver mon linge, je lave ma voiture, je me lave et je prends ma douche ou mon bain ? Et si je vous posais la question, souvent vous me répondez en fait que c'est nous. En fait, souvent vous me répondez que c'est nous qui consommons le plus de litres d'eau, c'est-à-dire les usages domestiques pour vivre à la maison. Eh bien, je vais vous montrer la réalité des choses. En fait, ce qui consomme le plus d'eau, ce sont les usages agricoles. À 70%, ça c'est la totalité de l'eau mondiale, 70% de l'eau est utilisée pour la production agricole, de culture, de viande, pour l'élevage. Les usages industriels, bien qu'on a vu que notre voiture demandait 450 000 litres d'eau, les usages industriels représentent 20% en fait de l'eau globale utilisée. Et puis, les usages, nous, la maison, se laver, manger, prendre de l'eau pour cuisiner, laver le jardin, arroser la pelouse, etc., ça ne représente que 10% en fait de l'usage de l'eau mondiale. Alors, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais pour produire des yaourts, pour produire du fromage, de la viande, il faut nourrir et il faut faire boire des millions de vaches. Et une vache, on s'en rend pas compte, mais une vache, ça s'abreuve, ça veut dire que ça boit de 7 à 12 fois par jour. Et quand ça boit à chaque fois entre 10 et 20 litres. Donc vous vous rendez bien compte que ça va très vite. Les cultures, pour nous nourrir, elles sont très consommatrices en eau, pour produire des céréales, etc., du maïs, du soja, tout ça. Et en plus, les surfaces agricoles ne cessent de s'agrandir. Vous l'avez vu, on défriche même les forêts pour les construire. Et on ne compte pas dans tout ça, donc il y a déjà l'eau qu'on utilise pour faire pousser tout ça et pour nourrir tout le monde, tous ces élevages. Mais en plus, souvent, on ne tient pas compte des pertes énormes dans ce domaine parce qu'il y a plein de canalisations qui fuient, il y a des réservoirs qui ne sont pas fermés, donc il y a une évaporation de l'eau dans certains pays, les normes ne sont pas les mêmes, et donc il y a beaucoup de pertes d'eau. Moi, je pourrais, par exemple, ça me fait penser quand je vous parle de ça, quand je circule parfois en voiture sur les routes du Lot-et-Garonne et qu'on a des jets d'eau qui, en plein après-midi géant, lancent de l'eau sur les champs, alors que la moitié de l'eau qui est déversée en pleine journée, en fait, va s'évaporer. En fait, il faut plutôt arroser le matin ou le soir. Et puis il y a de l'eau qui se déverse sur les routes et on voit que la canalisation fuit largement et qu'il y a une partie de l'eau qui se déverse pas du tout sur les surfaces agricoles. Bon, l'eau, effectivement, il y a une partie de gaspillage de l'eau derrière, d'eau perdue par mauvais entretien aussi du matériel ou par vétusteté de ce matériel, parce que les agriculteurs n'ont aussi pas les moyens forcément de racheter du matériel plus récent, et donc tout ça coûte très cher. Ceux qui consomment effectivement le moins d'eau, finalement, c'est nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention et pas laisser couler l'eau pendant qu'on se brosse les dents. Ça ne veut pas dire qu'on peut gaspiller l'eau en faisant la vaisselle, etc. ou qu'on peut laver notre voiture tous les jours. Il faut que chacun prenne conscience de la nécessité d'économiser l'eau,
mais il faut vous rendre compte que ceux qui doivent faire des gros efforts pour économiser l'eau, ce sont les industriels et surtout aussi les agriculteurs. Alors, je continue pour vous montrer d'autres usages de l'eau auxquels on ne pense pas forcément. Alors, si on regarde bien ici, on est en fait, on l'a vu d'un golfe dans le désert, dans le désert près de Las Vegas aux États-Unis. Donc, vous vous rendez bien compte que ici, en fait, on a décidé d'irriguer pour faire un golfe. Or, si on regarde bien, c'est désertique partout autour. Donc, c'est déjà un espace qui est en manque d'eau. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller puiser, en fait, dans les ressources en eau, dans les nappes phréatiques, pour faire un golfe pour quelques riches américains. Alors que c'est quand même pas quelque chose de prioritaire de jouer au golf. Il y a d'autres priorités dans la vie, bien que ce soit. Je ne dis pas que c'est pas important de jouer au golf, mais effectivement, dans un espace aussi où il y a un tel stress hydrique parce qu'il y a un tel manque d'eau, le golf n'était peut-être pas une priorité. Et le problème, c'est que déjà ici, les ressources en eau sont mises à rude épreuve pour la faune et pour la flore. Et finalement, le peu de ressources en eau qu'il y a dans les sous-sols, finalement, on va les puiser pour en faire un golfe. Donc on voit bien que les objectifs entre les pays riches, par exemple, et les pays pauvres ne sont pas du tout les mêmes. Si on montrait ça, vous vous rendez bien compte, dans des pays où il y a moins de 30% des gens qui ont accès à l'eau potable, ils ne pourraient pas trouver cela autrement que scandaleux de se dire « Oh là là, dans les pays riches, ils manquent d'eau, et ils font, malgré ça, ils puisent des ressources en eau pour faire des golfs. » J'imagine que ça les mettrait très très en colère. Alors, l'eau, du coup, vous l'avez compris, peut devenir une source de conflit. Alors, je pourrais m'étendre sur le sujet et on pourrait passer 1 heure à en parler parce qu'il y a vraiment des conflits dans le monde, on appelle ça des guerres presque de l'eau. Et je vous en montre un très rapidement pour vous montrer comment ça peut devenir un souci. C'est le cas entre la Turquie, la Syrie et l'Irak. Et vous voyez en fait, la Turquie a des projets, en fait, ce sont les barrages qui sont déjà en fonction. Et pour accroître ses réserves en eau, effectivement, la Turquie, en électricité notamment aussi, la Turquie a décidé de construire 2 nouveaux barrages en projet. Le problème, c'est que la Syrie et l'Irak sont complètement opposés à la construction de ces 2 nouveaux barrages. Pourquoi? On est pile à la frontière de la Turquie. Parce qu'effectivement, cela va retenir une partie de l'eau qui n'arrivera plus en Irak et qui n'arrivera plus en Syrie. Et donc la Syrie et l'Irak, il y a des tensions très fortes entre la Turquie et ces 2 pays, voire il y a un risque réellement de guerre. Pourquoi? Parce que ils ont le droit de construire des barrages, effectivement, parce que c'est leur pays, ils font ce qu'ils veulent dans leur pays, mais en même temps les autres pays profitent du Tigre et de l'Euphrate, et donc à cause de ces barrages nombreux en Turquie, eux ils sont au bout de la chaîne, et donc effectivement plus la Turquie va bloquer ses ressources à l'origine qui naissent en Turquie, moins la Syrie et l'Irak auront de l'eau, et ça va avoir des conséquences dramatiques sur ces 2 pays. Donc l'eau est vraiment une source de conflit, à la fois entre pays, mais à la fois entre différents utilisateurs, entre ceux qui veulent utiliser l'eau tout simplement pour boire, pour laver la nourriture, pour se laver, et ceux qui utilisent l'eau, comme on l'a vu tout à l'heure, pour construire un golfe au plein des États-Unis. Évidemment, vous voyez bien que ça va créer des tensions, tout cela. Et entre les agriculteurs qui ont besoin d'eau pour leur élevage et d'autres qui vont l'utiliser pour des activités touristiques, entre se nourrir et des activités touristiques, évidemment, il y a des priorités. Alors, on va lire un petit extrait d'un texte, justement, qui montre à quel point l'accès à l'eau potable est un enjeu de développement pour tous les pays. Alors, on le lit ensemble. 11% de la population mondiale, soit 844 millions d'individus, n'a pas accès à l'eau potable en 2015, selon le rapport de 2017 sur les progrès en matière d'assainissement et d'alimentation en eau de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et de l'UNICEF. De réels progrès ont été réalisés en matière d'assainissement et d'alimentation en eau de l'Organisation mondiale de la santé. Je fais une bêtise. De réels progrès ont été réalisés dans les dernières décennies. Par rapport à 2000, le nombre de personnes ayant accès à l'eau potable est passé de 5 à 6,5 milliards. Donc c'est un vrai progrès. L'eau potable est, avec l'alimentation et le logement, un pilier essentiel de la qualité de vie. D'abord pour une question d'hygiène. L'eau souillée, l'eau qui n'est pas potable, est l'un des vecteurs des maladies qui font le plus de morts sur la planète, notamment les diarrhées. Ensuite, parce qu'on ne peut vivre sans eau potable. Ceux qui n'y ont pas accès sur place sont forcés de consacrer une grande part de leur temps et de leur énergie
à s'approvisionner en se déplaçant vers des sources aléatoires et dont différentes sources finalement en fonction du moment où les nappes se remplissent, où les puits se remplissent ou se vident, et dont la qualité est mal contrôlée. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, considère que l'on a accès à l'eau s'il faut se déplacer à moins de 30 minutes aller-retour, ce qui est déjà considérable. Si vous imaginez que c'est effectivement tous les jours, il fallait faire 30 minutes pour aller chercher de l'eau, et tout seul, effectivement, on ne peut pas forcément aller porter beaucoup d'eau, notamment à pied, et bien effectivement, ça devient une vraie activité à temps plein. Dans ce texte, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on s'aperçoit que la situation s'est améliorée. D'accord, on a désormais à peu près 6,5 milliards d'habitants. On va dire qu'il y a à peu près 1 milliard d'habitants qui n'ont pas encore parfaitement accès à l'eau potable. Le vrai problème du manque d'accès à l'eau potable, c'est que les gens, ils vont quand même boire. On le verra dans un reportage juste un petit peu après. Ils vont aller boire dans l'eau qu'ils peuvent trouver, l'eau qu'ils vont récupérer, l'eau qui stagne. L'eau des eaux usées, par exemple. Mais effectivement, comme ils ont besoin de boire, comme ils ont besoin d'eau pour cuisiner, comme ils ont besoin d'eau pour se laver, le problème c'est que ces eaux transportent par exemple un certain nombre de microbes, de bactéries qui vont se développer dans les organismes et qui peuvent provoquer effectivement des maladies qui sont mortelles. Et on vous le dit bien ici, effectivement, qu'il y a une grande partie en fait de personnes qui meurent sur Terre à cause de maladies qui sont en fait dans l'eau en fait qui n'est pas potable, qui est dans l'eau souillée, comme ils le disent, et qui est responsable d'un grand nombre de morts sur la planète. Si tout le monde avait accès à l'eau potable, il y aurait bien moins de morts sur Terre. Donc on voit bien à quel point c'est un enjeu, et vous devez aussi penser que c'est un enjeu tout simplement de vie ou de mort, mais c'est aussi de confort, d'hygiène, mais c'est aussi un enjeu, on l'a vu juste avant, avec tout le développement de ces pays en voie de développement ou de ces pays les moins avancés, puisqu'on a besoin de beaucoup d'eau pour développer toutes ces activités agricoles, industrielles, etc. Et de la même manière, si le bétail par exemple de ces pays boit de l'eau qui est souillée, de l'eau qui n'est pas potable, le bétail de la même manière va être malade et risque des troupeaux entiers meurent régulièrement, effectivement, de fièvre et de paludisme, etc., etc. Puisque par exemple les sources d'eau stagnantes qui sont souillées attirent les moustiques et attirent notamment, je vous en avais parlé, l'anophèle, le moustique femelle, qui est porteur de paludisme. Il y a à peu près 1 million de morts régulièrement à cause du paludisme en Afrique chaque année. Donc on voit bien à quel point c'est important économiquement et tout simplement pour la vie et le confort des gens. Alors, on n'a pas la même manière de réagir. En fonction des pays, effectivement, quand on est dans un pays riche et qu'on a peu de ressources en eau, on a les moyens d'investir dans des structures extrêmement importantes. Alors, je vous en montre une, par exemple. On est à Saint-Martin dans les Caraïbes où il y a peu de réserves en eau douce. Et donc, comme ils ont peu de réserves en eau douce et qu'on ne peut pas boire l'eau de la mer et de l'océan, il n'y a rien de plus frustrant. Imaginez que, effectivement, vous vous retrouviez sur un bateau abandonné au milieu de l'océan sans eau et sans nourriture. Vous avez de l'eau partout autour de vous, mais vous ne pouvez pas la boire, parce que c'est de l'eau salée. Donc, à Saint-Martin, comme il n'y a quasiment pas de réserve en eau douce, ils sont forcés de créer des usines de dessalement d'eau, donc ils vont puiser de l'eau dans l'océan, et puis ils vont la dessaler. Mais alors, une usine de dessalement, ça coûte des centaines de millions d'euros à créer, donc c'est extrêmement cher. Et tous les pays donc ne peuvent pas se doter de cette solution, évidemment. Alors, dans d'autres pays, du coup, on est forcé de passer par des méthodes plus modestes, et c'est ce que je vais vous montrer notamment dans ce petit reportage, parce qu'il y a des solutions qui peuvent être développées. Donc cette fois-ci, on part au cœur de la République démocratique du Congo, qui est située donc en plein cœur, en plein centre de l'Afrique, et c'est l'un des pays, justement, des 3 pays du monde où vous avez plus de la moitié de la population qui n'a pas accès à l'eau potable. Et effectivement, leur solution, vous allez le voir, c'est de passer par un forage manuel pour pouvoir donner un accès à l'eau à tous les habitants. Et vous allez voir, ils vont justement vous parler de ces problèmes de verre qu'il y a, par exemple, et de maladies. On est parti. Donc, mai wana ya mabe kuza ba infection ta risque dans les santé on prêter de la bien de souffrir makasi pour la mai donc aussi na ke mai za soin za pe bien pour bana ni kitu ba so ba pona bango et so be ba donc beka avant ça, de femmes allaient puiser de distance qui dépasse même 1 kilomètre.
Mais actuellement, avec la technique de forage manuel, le forage est proche des ménages. Ça, c'est notre premier objectif. Et puis, on vient réduire le taux de mortalité, surtout aux enfants de 0 à 5 ans et aux femmes. C'est ça l'avantage. 200 000 personnes pratiquement qui sont desservies déjà par la technique de forage manuel. C'est pratique pour nous, surtout dans le cadre, dans le milieu rural. C'est vraiment la technique appropriée et puis ça nous permet d'atteindre les objectifs du millénaire que la RDC s'est assignée. Mama Bouchadi Marishani. Na zo remarqué, maneti malaria zaki kutukisa bana mbali spécialité. Banyama ya libu. Spécialité vraiment normale. Quelle maladie vous pouvez éviter en buvant de l'eau potable? Utiliser de l'eau potable pour éviter les maladies diarrhéiques comme typhoïde, choléra et aussi se laver les mains avec de l'eau et du savon. Utiliser une latrine hygiénique. C'est ça les messages qu'on passe au niveau de ce programme. Et là, la communauté s'est impliquée, c'est le programme de la communauté, c'est la communauté qui fait la gestion même de leur point d'eau et la gestion de tout ce qui est eau, assainissement et hygiène. Il y a plus de villages qui ont accès à l'eau potable maintenant parce que c'est moins coûteux, c'est 5 fois moins coûteux qu'un forage mécanisé. Alors, vous voyez effectivement dans ce reportage qui a été fait et tourné par l'UNICEF, qui est une organisation de l'ONU sur tout ce qui est l'éducation, etc. Vous connaissez ce logo. On voit bien qu'on n'a pas les mêmes moyens à RDC. Le niveau de vie n'est pas du tout le même. Un forage mécanique coûte beaucoup plus cher et donc la solution la plus simple, c'est de passer par un forage manuel pour pouvoir avoir dans les zones rurales un accès à l'eau. Et on voit à quel point ça a changé leur vie. Les enfants et les femmes ne sont plus malades, donc ça a réduit très fortement aussi le taux de mortalité dans ces régions. D'accord ? Donc effectivement, on n'a pas les mêmes moyens, donc ça, c'est encore une inégalité supplémentaire. Alors, l'eau, quel défi pour demain ? Ça, c'est un texte qui vous parle de ce qui risque d'arriver d'ici l'horizon 2030. Et effectivement, quand on le lit, ça pose question. Alors, on va le lire ensemble. Quel défi pour demain ? Si nous continuons à dépenser sans compter cette ressource naturelle, la planète fera face à un déficit en eau de 40% d'ici 2030. Ça veut dire qu'il nous manquera par rapport à ce que nous consommons quotidiennement, à nos besoins quotidiens dans l'agriculture, dans l'industrie ou dans les usages domestiques dont on a parlé tout à l'heure, il nous manquera à peu près 40% de l'eau disponible. Aujourd'hui, 20% des eaux souterraines sont surexploitées. Ça veut dire qu'on va puiser trop et qu'elles n'ont pas le temps de se renouveler. Et avec l'urbanisation croissante, donc les villes qui n'arrêtent pas de s'agrandir, et l'explosion démographique, cette croissance démographique dont on a parlé qui ne cesse d'augmenter d'ici 2050, eh bien la demande en eau va augmenter de 55%. Le rapport transmet tout de même une bonne nouvelle. Il y a suffisamment d'eau pour répondre aux besoins de tout le monde sur Terre, à condition de changer radicalement notre façon de gérer cette ressource. Nous devons forcément recycler l'eau, alors qu'aujourd'hui 90% des eaux usées dans les villes des pays en voie de développement et dans les pays les moins avancés sont rejetées sans être traitées dans les fleuves, les lacs ou les océans. Mais les pays développés ne sont pas en reste. L'un des problèmes de l'eau, c'est paradoxalement son prix. Les tarifs sont trop bas pour limiter l'utilisation excessive d'eau par les plus aisés, c'est-à-dire par les plus riches et par l'industrie, souligne le rapport. Donc on apprend une chose dans ce texte. On se rend compte en fait qu'on met la planète à rude épreuve en termes de ressources en eau, que d'ici très très peu de temps finalement, il va nous manquer de l'eau. Donc vous comprenez bien quand je vous ai parlé de guerre de l'eau, il y a déjà des guerres de l'eau aujourd'hui dans le monde, si on était en troisième je vous en parlerai, mais effectivement voilà, ça va être encore plus inquiétant, encore plus un problème à régler de manière urgente parce que l'eau c'est encore plus vital que tout le reste. Et on s'aperçoit, ce qui est quand même positif, c'est qu'il y a assez d'eau sur Terre. Simplement, il y a un problème, c'est que les pays riches consomment trop d'eau. On en revient à l'image de départ, en fait, avec cette dame qui se baigne et qui fait déborder son bain, et de l'autre, ces Africaines qui vont chercher l'eau au puits parce qu'elles n'ont pas de l'eau à proximité et qui ont bien conscience de l'importance de l'eau. Et le problème, c'est que nous, chez nous, l'eau coûte relativement peu cher, que donc on peut effectivement, on l'a de manière courante, on n'a pas de coupure, il y a des pays où non seulement vous n'avez pas accès à l'eau potable, mais quand vous y avez accès, il y a régulièrement des coupures d'eau, eh bien on n'a pas du tout la même vision de l'eau.
Nous, on la gaspille dans les pays riches, on n'a pas conscience de son importance, on surconsomme en nous, on a des usages de l'eau qui ne sont pas forcément nécessaires et indispensables. Et dans les pays qui sont en voie de développement, dans les pays les moins avancés, l'eau n'est pas retraitée, parce qu'ils n'ont pas toujours les moyens non plus de retraiter en fait l'eau qui a été usée. Or, il faudrait effectivement la retraiter pour pouvoir la réutiliser derrière pour des usages pas forcément domestiques, pas l'eau au robinet qu'on peut boire, mais par exemple pour des usages, on n'a pas besoin forcément que l'eau soit potable dans les usines, etc. Mais en tout cas, ne pas perdre toute cette eau qui est usée, mais la recycler, la réutiliser, l'assainir en fait pour pouvoir la réutiliser. Et si on parvenait à faire cela, effectivement, on aurait suffisamment d'eau sur Terre. Mais il faut aussi responsabiliser les pays riches, c'est-à-dire nous, dans l'utilisation que nous avons de cette ressource qui est vitale. Alors, côté leçon, on va finir pour cette fois-ci par une petite carte mentale, je pense, qui résume bien tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Et pour aussi soulager votre petite main, pour vous rendre compte, par rapport à tout ce qu'on a écrit avant. Alors si on se rend compte, il y a un manque d'eau, et où on a de l'eau, mais c'est de l'eau polluée déjà. Donc on a les deux cas. On a de l'eau où on n'en a pas assez, et puis quand on en a, elle peut être polluée, donc elle entraîne un certain nombre de problèmes. On s'aperçoit que les besoins en eau sont croissants, ça c'est sûr. D'une part parce que la population a augmenté, plus de population, plus de gens qui ont besoin d'eau. Les villes se sont développées, ce sont des grandes consommatrices d'eau, et puis les surfaces agricoles ne cessent de s'agrandir pour nourrir toujours plus de population, et donc encore une fois, il faut encore plus d'eau. Or, l'eau est une ressource rare. On voit bien, quand je vous l'ai montré au départ sur la carte, que c'est une ressource qui est déjà dès le départ inégalement répartie par rapport à la Terre comme elle est, et par rapport au cycle de l'eau, par rapport à notre localisation, par rapport à l'équateur, aux tropiques, etc. On n'a pas la même quantité de pluie et d'eau disponible. Et donc du coup, il y a une difficulté d'accès à l'eau dans certains pays, et donc cela peut provoquer des conflits, comme on l'a vu avec le cas entre la Turquie, l'Irak et la Syrie. On voit bien que les réactions n'est pas les mêmes non plus. Dans les pays riches, on va mettre en place d'importants aménagements hydrauliques pour utiliser l'eau effectivement et accéder à leurs ressources. Donc on y accède très bien, 100% des gens ont accès à l'eau potable. Elle est effectivement disponible, c'est de l'eau courante, il n'y a pas de coupure d'eau, c'est une eau de qualité qui est traitée. On fait des usines de dessalement, on a des usines de retraitement des eaux usées, etc. Donc tout ça est très développé, mais ça coûte beaucoup d'argent. Alors que dans les pays pauvres, qu'est-ce qui se passe? On ne peut mettre en place que des aménagements modestes, comme on l'a vu avec le forage tout à l'heure manuel en République démocratique du Congo. Et puis cela pose énormément de problèmes sanitaires, ce manque d'eau potable. On l'a vu avec le développement d'un tas de maladies qui sont responsables d'un grand nombre de morts sur Terre. Alors, j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus développé, mais je trouve qu'en fait, cette petite carte mentale, elle a le mérite de quand même résumer très rapidement les choses et que vous les compreniez bien. Voilà. Je finirai sur un film que je vous conseillerais, mais vous êtes un peu jeune pour le voir. Peut-être que certains l'ont vu, il faudrait le voir avec vos parents, parce que c'est un film d'action. Qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Mad Max. Et dans Mad Max, effectivement, c'est un film de science-fiction, on est bien plus tard en fait, et puis il n'y a plus d'eau. Et la Terre est divisée entre différents gangs, et puis il y a un gang qui domine, on va dire, la région dans le film, et qui a une réserve d'eau, qui peut produire qui a des surfaces agricoles parce qu'elle possède de l'eau, alors que le reste de la planète vit dans la misère la plus totale et attend que celui qui dirige, on va dire, ce gang, veuille bien leur donner quelques miettes d'eau. Voilà, donc c'est un film de science-fiction, mais qui est très violent. Donc c'est pour ça que faudrait peut-être attendre la 4e ou la 3e pour le regarder, ou le regarder avec vos parents qui vous expliqueraient certaines scènes. Mais c'est un film vraiment d'actualité parce qu'il montre bien à quel point l'eau est une ressource vitale et comment demain on risque réellement de se battre pour cette ressource si on n'arrive pas dès aujourd'hui à répartir de manière égale cette ressource, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, donc on a fini cette leçon, et puis je vais réfléchir à ce qu'on va faire après, si on repasse en histoire, si on fait une autre leçon de géographie qui peut être aussi très sympathique sur la nourriture, où j'ai des idées d'ailleurs avec des missions à vous donner. Donc je vais réfléchir à tout ça, et puis je vous dirai ça la semaine prochaine, ça sera la surprise sur quelle leçon on part. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée et un très bon week-end.